Bonjour YouTube et bienvenue dans la reprise des questions d'actualité au gouvernement. J'espère que vous allez bien après ces 3 semaines d'absence. Et on y va pour cette séance qui devrait durer 3 quarts d'heure avec, l'ensemble de nos parlementaires. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues. Oui. Le 12 mars dernier, 7 soldats français ont été touchés par une inacceptable attaque de drone dans la région d'Erbil, en Irak. Malgré une prise en charge rapide, l'adjudant-chef Arnaud Frion a succombé à ses blessures. Il avait 42 ans, il était marié. Génial. Et il était père d'un enfant. Merci YouTube, j'attendais mon moment pour te dire bonjour. Engagé depuis 2004 dans l'armée de terre, il avait fait le choix du dévouement à la France. C'est pour elle qu'il est mort. En votre nom, j'exprime notre solidarité à sa famille, à ses proches, à ses frères et sœurs d'armes du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars. En ce jour, nous pensons également à ces 6 camarades blessés. Nous leur souhaitons à tous un prompt rétablissement. En honorant la mémoire d'Arnaud Frion, c'est au dévouement de toutes nos forces armées que nous rendons hommage. Elles qui risquent leur vie pour protéger les nôtres. Mes chers collègues, en signe de recueillement, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Voilà, donc l'Assemblée nationale qui rend un hommage qui, j'ai envie de dire, est bien placé dans le calendrier parlementaire, puisque tout à l'heure, après les questions d'actualité côté Assemblée nationale, le gouvernement organisera un débat sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. C'est dans l'ordre du jour, donc ça va suivre après les QAG. Nous, on ne suivra pas ça puisqu'on sera du côté du Sénat, mais on va pouvoir, j'ai envie de dire, ça a été organisé dans le calendrier parlementaire. Je vous remercie. Et voilà, et on va donc pouvoir commencer la séance de QAG. L'ordre du jour appelle 2 minutes par intervenant, un droit de réponse, et on y va. La première va être posée par M. Antoine Valentin pour le groupe UDR. Oh non, on commence par la minute chiante, enfin la partie chiante. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. 247 jours que des agriculteurs espèrent, Madame la Ministre. 247 jours sans réponse claire, 247 jours avec des trésoreries exsangues. En Haute-Savoie, des éleveurs attendent encore aujourd'hui le solde des indemnisations promises 247 jours après l'abattage total de leur cheptel dans le cadre de la crise de la DNC. Partout en France, des hommes et des femmes ont fait le choix de la confiance en l'État, en sacrifiant ce qu'ils avaient de plus cher professionnellement. Et nous savons tous ici le lien intime entre la vie professionnelle et personnelle des exploitants tant leur engagement est total. Ils ont abattu l'intégralité de leur cheptel, bâti après des générations de sélection génétique. Ils l'ont fait pour protéger les autres et parce qu'ils vous faisaient confiance, Madame la Ministre. L'État était là pour évaluer la valeur des troupeaux, pour rassurer, et les agriculteurs ont cru en leurs paroles. Résultat, 6 mois après, 9 mois après, des montants revus à la baisse, des expertises remises en cause, des demandes de pièces à répétition, des éleveurs sommés de recommencer les procédures pour répondre aux injonctions des bureaucrates de votre ministère. Et ce sentiment désagréable de voir l'État tenter de se dérober à sa propre parole. Alors ma question est claire, Madame la Ministre, et elle est simple. Quand allez-vous payer ce qui a été dû et promis aux agriculteurs qui ont abattu l'intégralité de leur cheptel pour sauver les autres et vous faire confiance? Sachant que le projet de loi d'urgence agricole, c'est pas pour maintenant, ça va être pour le mois de mai-juin minimum. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Valentin, vous venez d'arriver et vous n'avez pas suivi tous les débats qui ont présidé à elle est la en gestion forme. de la DNC. Néanmoins, elle est en forme, Annie. Si je le dis, c'est parce que j'ai été interrogée des dizaines de fois sur cette crise sanitaire et j'ai apporté énormément d'éléments, d'explications, d'illustrations de l'action de l'État qui a été, chacun qui veut le faire honnêtement en convient. Dans cette affaire de la question des indemnisations, je voudrais vous rappeler le processus, même si je crois savoir que vous en êtes personnellement informé. Il y a évidemment une évaluation conduite par des experts
professionnels, des pères qui viennent dans l'exploitation, généralement en présence de l'éleveur lui-même, parfois de la chambre, ce fut le cas d'ailleurs dans votre département, et qui posent une hypothèse d'évaluation, d'expertise. Ensuite, cette expertise est soumise au service de l'État. Et c'est bien normal puisque l'État indemnise, et on a indemnisé la quasi-totalité. Il reste une dizaine d'éleveurs pour qui cette expertise pose problème. Donc n'en faites pas une généralité, s'il vous plaît. Voilà. Donc sur je suis curieux de savoir à quel point c'est vrai ce qu'elle dit. Cas particulier, il y a en effet une distorsion entre l'expertise de professionnels et l'expertise conduite par les services de l'État. J'ai donné pour instruction que l'on regarde à nouveau très précisément ces sujets, mais la ministre que je suis ne peut pas donner injonction aux services payeurs de dire vous devez payer comme je vous ordonne de payer. C'est sur la foi, la base d'éléments d'expertise précis, chiffrés, argumentés. Il en est ainsi du bon usage de l'argent public. Question, je suppose que vous ne me contesterez pas dans son principe. Donc moi, je souhaiterais, surtout à l'égard de ces éleveurs qui ont été exemplaires et que je veux saluer, dont je veux saluer le sens des responsabilités, j'espère que nous trouverons un terrain d'entente qui soit conforme aux injonctions de l'utilisation de l'argent public, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Toujours aussi experte en dépassement du chrono. J'ai raté les 9 mois de débat qui n'ont pas permis de trouver une solution pour payer des agriculteurs qui ont eu 24 heures pour décider d'abattre tout leur cheptel par responsabilité. Et l'engagement qui doit être le vôtre aujourd'hui n'est pas de rappeler mon absence, mais plutôt de prendre l'engagement de régler sous dizaines ces 10 dossiers qui sont bien peu de choses et qui expliquent pourquoi, chaque jour dans notre pays, un agriculteur met fin à ses jours. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Salmon, voilà. On ne confond pas. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants a fragilisé notre démocratie locale. En non, ça a autant voté. Au profit d'un scrutin de liste paritaire et bloqué, cette réforme a ignoré la réalité des territoires ruraux. Dans ces communes, non, ça a voté comme avant. Le panachage permettait aux électeurs de composer librement leur conseil municipal. Aujourd'hui, ce choix a disparu. Dans 68% des communes de moins de 1000 habitants, une seule liste était présente. Les conséquences sont claires. La participation chute et lorsque le choix existe, ça a autant voté. Les électeurs se mobilisent davantage. Autre signal préoccupant, la montée des votes nuls qui atteignent 16% dans les communes à liste unique. C'est un message clair. Quand il n'y a plus de choix, les électeurs expriment leur refus autrement. Dans mon département, en Haute-Saône, le nombre de candidats a chuté, passant de 6700 candidats en 2014 à 6100 en 2026. L'analyse des résultats dans les communes de moins de 1000 habitants en Haute-Saône révèle un paradoxe démocratique préoccupant. Quasiment toutes les listes ont obtenu 100% des suffrages exprimés, mais recueillent en réalité moins de voix que le candidat moins bien élu en 2014 avec panachage. Le maire qui se plaignait d'être mal élu se retrouve aujourd'hui encore moins bien élu. Mes chers collègues, une élection sans choix n'est plus une élection. Avec Marine Le Pen, le groupe Rassemblement national a voté contre cette loi. Il souhaite par conséquent son abrogation pure et simple. Quand on commet une erreur, on la reconnaît humblement et on la corrige. Ma question est donc simple. Le gouvernement entend-il reconnaître les effets délétères de cette réforme et s'engager à rétablir un mode de scrutin permettant aux électeurs de retrouver un véritable choix, notamment en réintroduisant le panachage dans nos communes rurales? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Merci Madame la Présidente. Elle n'a pas encore changé de portefeuille. Salmon, merci de votre question qui me permet tout d'abord de saluer l'engagement citoyen de plus de 900 000 de nos compatriotes qui se sont présentés aux élections municipales. Je voudrais également féliciter les nouveaux élus, mais aussi avoir une pensée de gratitude pour les élus sortants qui ont servi souvent avec dévouement et abnégation nos concitoyens. Et au moment où, ces quelques derniers jours, nous avons entendu et vu un certain nombre d'images et de propos absolument accablants, je voudrais rappeler que le premier principe qu'un maire est censé incarner, c'est celui du primum non nocere.
c'est-à-dire d'abord ne pas nuire et ne pas faire mal. Et j'invite tous les maires de France à se rappeler qu'ils sont là pour rassembler, réunir et avoir du respect aussi bien pour leurs élus que pour la fonction publique. Quant à votre question, monsieur le sénateur... Non nocere, oui, voilà. Je vais y répondre. Monsieur le député, vous m'avez perturbé. Les sénateurs, c'est très bien aussi. En tout cas, je reviens à la question. On a raté un truc, là. Dans le département de Haute-Saône, vous avez 5 communes sur 536 qui sont avec 100 listes. En tout, en France, nous avons 68 communes sans liste, c'est-à-dire moins qu'en 2020. Mais c'est pas... En fait, là par contre, François, c'est pas la question. Monsieur le sénateur, si vous me permettez... Non, monsieur... Alors voilà, ça fait 2 fois. Je reprends, monsieur le député. Je voulais dire que le gouvernement va procéder, si vous le souhaitez, à une évaluation de cette loi. Et je voudrais rappeler que dans 19 300 communes de France, il n'y avait qu'une seule liste. Et le scrutin de liste, c'est encourager les femmes, mais c'est aussi, monsieur le député, sécuriser un maire et offrir un vrai choix démocratique, puisque nos concitoyens votent sur un projet et sur une équipe. Je vous remercie. Il nous a énervé toute l'Assemblée, Françoise Gatel. Madame la ministre, ancienne sénatrice, la question qui compte, c'est les bulletins nuls. Il faudrait étudier les bulletins nuls qui sont conservés en préfecture, voir s'ils ont été rayés. Ce qu'il faut, c'est revenir au scrutin de panachage. Merci, monsieur le député. Pourquoi ça a gueulé, là? J'ai pas compris. Marie-Philippe Lubé. Et je voudrais, en votre nom à tous, lui souhaiter la bienvenue puisqu'elle est devenue députée de la première circonscription du Loiret le 27 février dernier. Bienvenue à vous dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il y a une partielle dans le Loiret. Merci Madame la Présidente. Bonjour, bienvenue. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Madame la Ministre, dans le Loiret comme partout en France, les municipales l'ont encore démontré, la première préoccupation des Français, c'est la santé. Élu de terrain pendant 30 ans avant de vous rejoindre sur ces bancs, je vous le dis, délai d'attente, difficulté à trouver un médecin traitant, inégalité persistante. Ces réalités, je les ai vues, je les ai vécues dans ma commune à Saint-Denis-en-Val. Et pourtant bien des choses ont évolué ces 9 dernières années. C'est plus de médecins formés grâce à la création du CHU d'Orléans et de la faculté de médecine qui permettent de former 2 fois plus de médecins sur la région Centre-Val-de-Loire. C'est plus de valorisation et de partage des compétences, notamment pour les pharmaciens et bientôt pour les infirmiers. C'est un système de santé qui sort de ses cloisonnements habituels. Je pense à l'organisation des soins non programmés, au déploiement des CPTS et du SAS. Dans l'Orléanais, nous avons démontré que nous pouvions transformer les difficultés en opportunités, que nous savions innover, nous adapter. Mais si, c'est vrai, Éric Woerth qui devient patron des PMU, c'est vrai. C'est dans cette dynamique que le Premier ministre a initié à l'automne dernier le réseau France Santé. À rebours des injonctions que l'on entend trop souvent, c'est il Stéphanie s'agit d'un outil du concret, pragmatique, pensé pour répondre aux besoins réels. La promesse, elle est simple. Un rendez-vous avec un professionnel de santé en moins de 48 heures et à moins de 30 minutes de chez soi, lorsqu'on en a besoin. Madame la ministre, oui, mais 30 minutes comment ? Simple. Pouvez-vous nous informer concrètement sur le déploiement du réseau France Santé et sur les mesures prévues pour garantir un accès aux soins effectifs pour nos concitoyens ? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre. Donc j'apprends qu'il y a un France Santé maintenant. Merci, Madame et un France Présidente, Tout. Madame la députée Lubé. Du coup, s'il y a une épidémie de Galles, on pourra appeler ça France Galles. Derrière les difficultés d'accès aux soins comme de nombreux citoyens de notre pays. La politique que nous portons ces dernières années pour améliorer la situation repose en fait sur 4 leviers. Le premier, c'est le levier de la formation. Nous avons augmenté de 27% le nombre de médecins formés dans notre pays. En novembre débutera la 4e année des docteurs juniors, ce qui permettra à 3700 docteurs juniors de venir renforcer les territoires les plus en difficulté. Le deuxième pilier, c'est la libération du temps médical, avec plus de coopération entre les professionnels, avec les assistants médicaux, avec l'évolution des compétences dont vous avez voté, l'évolution pour les infirmières et dont les décrets sont tous en train de sortir. Le troisième levier, c'est le développement de la télémédecine et de la téléexpertise.
dont nous devons et nous allons augmenter de façon très importante dans les semaines qui viennent. Enfin, c'est une meilleure répartition sur les territoires. Pour cela, il y a toutes les mesures de solidarité territoriale qui sont portées, comme les consultations solidaires, mais aussi avec la volonté du Premier ministre de porter le réseau France Santé qui permettra un véritable choc d'accès aux soins. France Santé, que nous portons avec la ministre Françoise Gatel, a comme objectif de labelliser 5000 structures d'ici 2027. Nous sommes actuellement à 1500 structures labellisées. En ce moment même, il existe des négociations entre la Caisse d'assurance maladie et les professionnels pour permettre de concrétiser les rendez-vous dans les 48 heures si l'état de santé des personnes le nécessite. À 30 minutes de chacun des Français, il y aura une réponse à leur demande en soins. La deuxième vague de labellisation arrivera donc juste après ces négociations. L'amélioration de l'accès aux soins, vous le savez, est une priorité de ce gouvernement. J'ai entendu beaucoup de voix sur cette question. La parole est à présent à Madame Sylvie Ferrer pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ah, la France Insoumise. En 2025, en l'espace d'un an, Madame van der Leyen s'est fait fort d'être la chef d'orchestre du report de la fin des moteurs thermiques, de l'abandon des réévaluations systématiques des pesticides, respire, Sylvie, d'une simplification des contrôles sur les additifs, etc. Cette longue liste continue dès le début de cette année. Dans une provocation sans nom pour les agriculteurs qui furent jusqu'à 5000 à contester ce traité devant le Parlement de Strasbourg, la présidente de la Commission européenne avait qualifié d'historique le jour de la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. Historique, sacrifier les paysans et les paysannes et le climat pour favoriser les exportations de voitures allemandes. Est-ce ça l'histoire ? Et alors que ce traité de libre-échange est une bombe écologique et agricole, déforestation, renforcement des ventes de pesticides et d'engrais chimiques, hausse des gaz à effet de serre pour les exportations européennes de voitures, de machines, celles de bœuf, volaille, sucre, miel et soja sud-américains, tout ça dans un grand déménagement du monde à rebours des objectifs de souveraineté alimentaire. 4 jours après la journée historique de Madame von der Leyen, les députés ont voté la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Le jour même, le chancelier allemand s'en est offusqué en souhaitant que cet accord soit appliqué à titre provisoire dès maintenant. Et en bon émissaire de son pays, la présidente de la Commission a déclaré ce lundi l'entrée en vigueur du traité le 1er mai, sans attendre le vote du Parlement européen, ni d'ailleurs la décision de la Cour de justice européenne. C'est un passage en force, un mépris démocratique. Voilà une Europe qui continue de se faire au gré d'un seul pays. Le président Macron n'est pas meilleur en politique internationale qu'il ne l'est pour les affaires intérieures. Lui qui souhaitait encore cet accord il y a quelques mois. Monsieur le Premier ministre, après ce piétinement du Parlement européen, qu'est-il prévu pour sauvegarder les intérêts de la France ? Hier a eu lieu la signature d'un nouvel accord avec l'Australie qui prévoit d'ouvrir largement notre marché à des quotas de bœuf australiens au coût de production bien inférieur. C'est la mise à mort de notre modèle d'agriculture paysanne qui est ainsi annoncée. Face à une accélération de tous ces accords, que faites-vous pour préserver les agriculteurs d'une mise en concurrence déloyale ? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez évoqué le Mercosur, je ne reviens pas dessus. La position du gouvernement a été d'une clarté absolue. Elle est connue de tous et nous protégerons autant qu'il le faudra nos agriculteurs en cas de déstabilisation des filières. Lol. Vous le savez aussi, la France les mécanismes sont faits exprès pour ne pas être utilisés. La diversification des échanges commerciaux, mais elle se prononce sur chaque accord au cas par cas en fonction de ses mérites propres. Elle refusera toujours les accords déséquilibrés qui ne sont pas suffisamment protecteurs pour nos filières sensibles ou pas suffisamment ambitieux au regard de nos intérêts stratégiques. Quand un accord est bon, elle le dit, comme ça a été le cas avec l'Inde il y a quelques semaines. S'agissant de l'Australie, que vous avez évoqué, la présidente de la Commission européenne, le Premier ministre australien ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir conclu l'accord en négociation. Depuis 2023, les négociations étaient bloquées, mais il s'avère que dans le contexte géopolitique actuel, l'Australie a retrouvé un intérêt pour ces négociations. Sur le fond de ce que nous comprenons à ce stade, la suppression des tarifs douaniers existants avec l'Australie représenterait un gain important pour beaucoup de secteurs économiques français, dont certains se sont d'ailleurs déjà exprimés favorablement, et notamment dans l'agroalimentaire, je pense aux vins et spiritueux et aux produits laitiers. Par ailleurs, dans le contexte de tensions sur les chaînes de valeur des industries de la transition écologique, l'accord constitue une opportunité de sécuriser un accès privilégié aux minerais critiques australiens, dont les terres rares.
Et puis nous avons aussi des sensibilités agricoles que nous avons fait valoir. Elles se concentrent sur les viandes de bœuf, la viande de mouton et le sucre. La Commission a manifestement tenu ses engagements sur les volumes de produits concernés, alors que nos agriculteurs craignaient des chiffres beaucoup plus élevés compte tenu des demandes australiennes. Des conditions de production ont été associées à des volumes qui monteront en puissance de manière très progressive et une clause de sauvegarde spéciale et opérationnelle est prévue. Voilà ce qu'on peut dire à cette heure, mais nous continuerons à exercer notre vigilance maximale sur la protection de nos filières agricoles. C'est en ce sens que le Premier ministre s'est exprimé au président du Conseil, Antonio Costa, il y a quelques jours. Voilà, là-dessus, alors là, c'était du vent, mais alors de quoi faire tourner des éoliennes. Monsieur Arnaud Simion pour le groupe socialiste. Les socialistes. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mes collègues Jacques Auberty, Anna Pic, Marie Recalde et Christine Arrigui. Le spatial, c'est ce qui permet à la France de voir, de comprendre, de communiquer et d'agir de manière souveraine. Les satellites, c'est notre capacité d'observation militaire, notre renseignement, nos télécommunications sécurisées, notre autonomie stratégique. Le projet Bromo ne peut donc pas être traité comme une simple fusion industrielle. Il vise à regrouper les activités spatiales d'Airbus, de Thales, de Leonardo au sein d'une même entité. Présenté comme un outil de souveraineté européenne, il soulève en réalité une question très simple. Qui commandera demain, les industriels ou la puissance publique? À ce stade, trop peu d'informations sur la position réelle de l'État. Or, dans un secteur aussi stratégique, le silence du gouvernement est inquiétant. Si la France ne dispose ni de droits de vote suffisants, ni d'un siège effectif dans la gouvernance, ni d'une golden share permettant de bloquer une cession d'actifs sensibles ou une décision contraire à nos intérêts de défense, alors nous prendrons un risque majeur, celui de perdre la main sur des capacités essentielles à notre souveraineté militaire et industrielle. Ce risque, il est aussi social et territorial. Il y a des sites comme à Toulouse, Élancourt, Cannes, Mérignac. Il y a des savoir-faire, des salariés qualifiés, des entreprises associées, des filières de formation, un tissu économique local qui fait vivre notre filière spatiale. Nous ne pouvons accepter qu'au nom de la compétitivité, on construise un acteur dominant qui affublerait l'État, fragiliserait l'emploi et mettrait les territoires devant le fait accompli. Ma question est donc claire. Le gouvernement va-t-il enfin dire quelles garanties il exige dans le cas de Bromo pour protéger la souveraineté militaire de la France, préserver une gouvernance sous contrôle public réel, notamment au travers du CNES, et sécuriser les emplois, les sites industriels, le tissu économique local qui dépendent de cette filière stratégique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le député, vous l'avez dit, le projet Bromo prévoit la fusion d'Airbus, des activités spatiales d'Airbus Defence and Space, de Thales Alenia Space et de Leonardo. Il s'agit en réalité de créer un champion européen du spatial, au moment où la concurrence est extrêmement rude, avec des activités des grandes entreprises internationales du spatial, qui mènent une concurrence extrêmement forte aujourd'hui aux activités des entreprises spatiales européennes. C'est une nouvelle ère du spatial, une ère du spatial dans laquelle il ne s'agit plus de produire quelques satellites par an, mais des dizaines, des centaines, voire des milliers de satellites par an aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle ère industrielle du spatial et nous avons besoin d'un champion européen. Et l'élévation de notre industrie aujourd'hui en dépend. Les entreprises se sont mises d'accord aujourd'hui pour travailler sur ce projet. La procédure suit son cours, et notamment auprès de la Commission européenne. S'agissant du volet social du projet, c'est évidemment la responsabilité des entreprises, mais les échanges aujourd'hui avec les syndicats sont aujourd'hui nourris au travers des consultations qui sont obligatoires. Les entreprises, elles présentent des perspectives très positives en termes d'emploi, de carnet de commandes, notamment grâce à l'essor de projets européens et de projets nationaux qui sont fournis. L'État, enfin, sera extrêmement vigilant. Les technologies qui sont critiques pour notre souveraineté doivent évidemment rester en France et en Europe. C'est indispensable pour l'avenir de l'industrie spatiale. Je vous remercie, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Pas complètement satisfait de la réponse, surtout sur la gestion des technologies sensibles. Merci, madame la présidente. La droite républicaine. Monsieur le Premier ministre, lors des élections municipales, à Gentilly, à Colombes, à Creil, des candidats, des élus ont été placés sous protection policière, tant les menaces pesant sur eux étaient graves. Menaces physiques, cyberharcèlement,
intimidation et même parfois tentative d'incendie. Ces faits ne sont pas anodins. Ils sont le symptôme d'un mal qui ronge notre démocratie. La radicalisation du débat public, où l'adversaire n'est plus qu'un ennemi à abattre. Cette dégradation du climat politique n'est pas un hasard. Quand les échanges se résument à une lutte fantasmée entre fascisme et antifascisme, la victoire électorale n'est plus perçue que comme un gain démocratique, mais comme la victoire du bien contre le mal. Un mal qu'il faudrait éliminer comme une menace existentielle. Les conséquences sont là, sous nos yeux. Après l'annonce des résultats, des scènes de tension et des désordres ont éclaté à Vaux-en-Velin, au Blanc-Ménil, à Roubaix, à Saint-Denis, à Mantes-la-Jolie. Pire, ces élus, et parfois des membres de leur famille, ont été hués, insultés, molestés par des militants qui ont été contraints de quitter les lieux sous protection policière. Ces scènes sont une atteinte grave à l'esprit républicain et au respect de la démocratie locale. Elles montrent que gagner une élection pour certains ne suffit plus. Il faut aussi humilier, chasser symboliquement, voire physiquement l'adversaire. Pourtant, la démocratie ne se négocie pas dans la rue, elle s'exprime dans les urnes, sans enfreindre le code électoral. La vie politique est remplie de victoires et de défaites où les résultats s'acceptent avec dignité. Monsieur le Premier ministre, la question qui se pose aujourd'hui n'est pas seulement sécuritaire, elle est démocratique. Quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour garantir la sécurité des élus et l'apaisement des campagnes électorales? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, ministre. J'ai pas vu Bayrou dans la défaite. On a vu effectivement qu'il a perdu Pau, mais je n'ai pas vu messieurs les députés, monsieur le député, donc vous sa réaction. Citez un certain nombre de faits qui se sont déroulés pendant la campagne et puis au moment de la proclamation des résultats, et vous avez raison, les images que nous avons vues ont légitimement choqué. Je les condamne fermement, l'ensemble du gouvernement les condamne très fermement. C'est absolument inacceptable. Au même titre que, tout à l'heure, Madame la ministre Françoise Gatel rappelait que les élections municipales s'étaient bien déroulées, elles se sont bien déroulées en termes d'organisation, mais la campagne a parfois été très dure, très difficile, et nous enregistrons au ministère de l'Intérieur à date plus de 120 faits judiciarisés dans le cadre de cette campagne. C'est beaucoup plus que les autres années et ça n'est pas non plus acceptable et ça dénote un peu le climat qu'il y avait. Et puis vous avez aussi des propos qui ont pu être tenus par certains maires, juste à peine élus, sur l'application un peu curieuse qu'ils allaient faire des lois de la République. J'y reviendrai. Et puis, évidemment, d'abord, la réponse, elle est juridique. Je veux rappeler que depuis maintenant quelques années, nous avons des dispositifs de protection des élus locaux. Et puis, il y a eu la loi de mars 2024 qui permet d'assurer la protection fonctionnelle aux candidats, qui a durci les sanctions pour les maires, notamment quand ils sont victimes de violences. Donc la réponse, elle est juridique, mais elle n'est pas que juridique. Et je vous rejoins, la réponse, elle est démocratique. On aimerait évidemment que sur tous les bancs de cette Assemblée, sur tous les bancs, ces comportements, les propos tenus soient condamnés fermement. Ils le sont par le gouvernement, ils le sont par les préfets de la République. Et croyez bien que les communes dans lesquelles ces faits ont eu lieu, ce sont souvent d'ailleurs des communes de la France insoumise, où on a entendu un maire s'en prendre très directement aux agents territoriaux, aux agents municipaux, au mépris de l'application même du statut de la fonction publique territoriale. Et donc, bien évidemment, ce que je peux vous garantir, monsieur le député, c'est que les préfets de la République seront attentifs à l'application des lois partout sur le territoire de la République, dans toutes les communes, et y compris les communes de la France insoumise. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Danielle Simonet pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, monsieur le ministre du Les Logement. écologistes. 30 500 expulsions locatives en 2025, plus 60% en 2 ans et 5 fois plus qu'il y a 25 ans. Je repense à ces visages croisés en porte-à-porte, à ma permanence d'élus, de personnes menacées d'expulsion. Je suis sûre que toutes et tous, vous en avez croisé. À quelques jours de la fin de la trêve hivernale, ce sont des milliers de familles dans tout le pays dont la vie va basculer. Contrairement à ce que prétend M. Kasbarian, on n'est pas expulsé parce qu'on refuse de payer son loyer. On l'est pour un impayé accumulé à cause d'un loyer trop élevé ou d'accident de la vie, ou parce qu'on n'a pas réussi à trouver d'autres solutions après un congé. Cette explosion des expulsions et du sans-abrisme, c'est le bilan de votre politique. La loi Dallot, adoptée en 2007, a instauré un droit au logement opposable, dont l'État est censé être garant. La vérité est que l'État est hors la loi. Au lieu d'appliquer le droit opposable au logement, vous facilitez les expulsions. Les communes que vous asphyxiez ne vont pas pouvoir suppléer à l'État sur l'hébergement d'urgence et en plus mettre à l'abri toutes celles et ceux que vous expulsez. L'urgence est au contraire de mettre en place la garantie universelle des loyers qui, moyennant une cotisation, protège et les locataires et les propriétaires. Assumer la réquisition
pour loger les prioritaires DALO quand 2,4 millions de logements sont vacants? Si l'État refuse de se saisir de cet outil, la justice devrait pouvoir imposer la réquisition au préfet pour loger les personnes prioritaires que l'État a l'obligation de loger. Monsieur le ministre, chaque expulsion a un coût financier et humain incalculable. Pour les enfants qui en sont traumatisés, avec un impact sur leur scolarité. Pour les familles dont la vie est brisée avec des répercussions sur l'emploi, la santé physique et mentale. L'État doit cesser d'être hors la loi. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour stopper cette explosion des expulsions locatives? Allez-vous respecter enfin le droit au logement opposable? Le droit au logement doit l'emporter enfin sur le droit de spéculer sur le logement. L'État ne respecterait même pas sa propre loi. Eh ben dis donc, qui est étonné ici? Non, par contre, sinon c'est triste, la situation des expulsions locatives. Madame la Présidente, Oula, Mesdames et Messieurs les députés, ça va être bien. C'est vrai, j'avais oublié que c'était... Vous avez raison de rappeler que l'expulsion doit être toujours le dernier recours. Jean Brun, voilà. Elle s'accompagne d'un lot de traumas que vous avez rappelé et je partage votre constat, ce n'est jamais la bonne solution et ça fait effectivement des victimes. Et je voudrais juste, dans un premier temps, rappeler que nous sommes, en France et particulièrement ce gouvernement, attentifs aux plus fragiles et que nous avons toujours eu soin dans notre pays de les protéger. Je pense notamment à la trêve hivernale qui est très forte en France et qui met des délais incompressibles de 8 mois. Par ailleurs, nous avons fait évoluer la loi, et notamment à travers un décret du 12 février 2026, tout récemment, qui rappelle qu'au-delà de 450 € d'impayés, l'accompagnement social devient la règle et qu'une commission de coordination des actions de prévention des expulsions se met en place pour accompagner les familles et éviter que les impayés s'accumulent jusqu'à des situations extrêmement graves. Mais je vous dis avec beaucoup de clarté qu'il faut évidemment prévenir ces situations difficiles d'impayés, mais je veux vous le dire avec la même clarté, nous devons d'assurer la protection également du propriétaire et sécuriser son bien. Je rappelle que beaucoup de propriétaires d'appartements qui sont mis en location sont des tout petits propriétaires qui ont en moyenne 1,1 logement qu'ils mettent en location, c'est-à-dire pas grand-chose, et qui bien souvent permet de financer leur retraite ou un complément de retraite ou tout simplement leur vie. Et donc nous devons également les protéger avec beaucoup de sérieux. C'est pourquoi nous travaillons à faire en sorte que les propriétaires donc on va continuer à expulser aient confiance dans le fait que s'ils mettent en location leur bien, eh bien leur bien ne sera pas squatté. Ils mettent la tête dans leur merde. Ils ne seront pas privés du fruit de leur bien avec une situation d'impayé global. C'est cet équilibre que nous travaillons, Madame la députée, faire en sorte de protéger les plus fragiles, faire en sorte de les accompagner pour qu'ils n'arrivent pas dans une situation qui les mette en situation d'être expulsés et en même temps garantir avec la plus grande fermeté la loi et défendre les propriétaires. Je vous remercie. On rappelle comment ils aident, notamment en baissant les APL et les droits aux aides sociales, qui sont un filet de sécurité qui permettent d'être notamment en règle dans son logement. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Comptes publics. Les démocrates. Depuis quelques semaines, comment il va François Bayrou? Est frappant. Nos entrepôts logistiques sont vides, désespérément vides. Depuis l'entrée en vigueur de la taxe sur les petits colis le 1er mars, soit il y a à peine 25 jours, certains acteurs non européens contournent déjà nos règles. Ils s'installent ailleurs en Europe, en Belgique notamment, tout en continuant de livrer nos concitoyens en France. Autrement dit, ils accèdent à notre marché sans en respecter les règles. Les chiffres sont sans appel. Sur un mois, les déclarations douanières à Roissy ont chuté de 92%. Les vols cargo entre la Chine et la France ont baissé de 60% et des dizaines de vols ont été délocalisés hors de notre territoire. Les conséquences sont immédiates. Dans certains entrepôts, on est passé de 200 000 colis par jour à 0. Et derrière ces chiffres, ce sont des emplois menacés jusqu'à 20 000 dans notre filière logistique. Or, rappelons-le, ces plateformes reposent sur un modèle économique à très bas coût qui ne respecte ni nos normes sociales, ni nos normes environnementales et qui alimente une surconsommation massive au détriment de nos commerces de proximité. Sur ce sujet, il faut le dire clairement, il ne s'agit pas de choisir entre préserver la planète ou préserver nos emplois. C'est l'un et l'autre. Et si la représentation nationale vote une mesure de taxe supplémentaire pour des acteurs économiques qui produisent en dehors du territoire européen,
alors cette loi doit être respectée. Mais au-delà de la France, la bonne réponse doit être européenne. Les autres pays de l'Union européenne doivent mettre en œuvre cette carte. Mais elle n'a pas compris que ça va faire que décaler le problème. Engagements aussi, Monsieur le Ministre, quelles mesures concrètes, rapides, comptez-vous prendre pour stopper ces contournements et garantir que les mêmes règles s'appliquent partout en Europe? Je vous remercie. S'il y a des contournements à l'échelle nationale, si tu passes à l'échelle européenne, va juste y avoir des contournements, mais à l'échelle européenne. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Morel. L'explosion des petits colis venus hors d'Europe, c'est une guerre en règle contre notre modèle économique. Du nombre de colis, pas l'explosion des petits colis. Et je n'ai pas besoin ici de rappeler les rideaux fermés dans les rues commerçantes, les industries soumises à une concurrence déloyale, le nombre de produits saisis qui ne respectaient ni nos règles, ni nos normes, les minorations artificielles de valeur pour échapper à l'impôt. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est mobilisé depuis de nombreux mois avec mon collègue Serge Papin. Et c'est la raison pour laquelle il vous a été proposé, la représentation nationale a adopté une taxe sur les petits colis de 2 € au niveau national qui est rentrée en vigueur le 1er mars. Alors effectivement, on a des acteurs sans scrupules, des entreprises de e-commerce sans foi ni loi qui croient avoir trouvé la parade en faisant atterrir leurs avions en Belgique ou aux Pays-Bas. Eh bien, cette parade, elle sera éphémère et ces entreprises sans scrupules, elles seront rattrapées. Elles seront rattrapées d'abord financièrement, puisque à partir du 1er juillet rentrera en vigueur au niveau européen des droits de douane à hauteur de 3 € et que 1er novembre, c'est une taxe supplémentaire européenne de 2 € qui viendra se substituer alors à notre taxe nationale. Et ce sont donc 5 € à la fin de l'année qui seront imposés au niveau européen à ces acteurs sans foi ni loi. Et puis, ces entreprises sans scrupules, elles seront aussi rattrapées réglementairement, et cela dès maintenant. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris un arrêté pour renforcer considérablement le pouvoir des douanes françaises. Il est paru au journal officiel ce matin même. Il étend le pouvoir de contrôle des agents des douanes à la circulation et dans les entrepôts intérieurs pour que nous puissions contrôler les produits qui viennent hors d'Europe mais qui transitent par un pays européen et particulièrement par la Belgique et par les Pays-Bas. Des contrôles ciblés auront lieu et les agents des douanes pourront contrôler et saisir dès à présent les marchandises qui ne respectent pas nos règles ni nos normes. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-Pierre Bataille pour le groupe Lyotte. Merci. Les indépendants. Ma question s'adresse à Monsieur Jean Brun, ministre de la Ville et du Logement. Monsieur le ministre, vous annonciez le 26 janvier dernier le plan Relance Logement avec un objectif clair, produire 2 millions de logements d'ici 2030. Ce plan ambitieux, dont le statut du bailleur privé constitue le cœur, soulève des interrogations sur l'adéquation des PLU avec ces objectifs au regard plans locaux d'urbanisme. Dans un contexte de renouvellement des équipes municipales et communautaires, les règles doivent être clarifiées. Inscrit à l'article 47 de la LFI pour 2026, le statut de bailleur privé porté par notre collègue Valérie Létard crée un mécanisme d'amortissement fiscal incitant à l'investissement locatif pour le neuf et pour l'ancien, sous condition de travaux, en contrepartie d'un engagement de location d'au moins 9 ans et du respect de plafonds de loyer. Ce dispositif est complété par des mesures de simplification du droit de l'urbanisme dans la continuité de la loi UVART que nous avions adoptée lors de l'analyse Lyotte en 2025, ainsi que par un soutien à la rénovation énergétique et un renforcement de la lutte contre les impayés de loyer, mesures qui vont dans le bon sens. Cette relance de la construction est indispensable, d'autant plus qu'en 2025, seuls 380 000 logements ont été autorisés, soit près de 8% de moins que la moyenne des 5 années précédentes. Mais sur le terrain, les nouveaux élus seront confrontés à une lourde tâche, concilier des objectifs à première vue peu compatibles, protection des terres agricoles, préservation de la biodiversité, maîtrise de l'étalement urbain, tout en soutenant la construction de nouveaux logements adaptés aux besoins des populations. Monsieur le ministre, les zones aujourd'hui prévues par les documents d'urbanisme permettent-elles réellement d'atteindre les objectifs de construction que vous affichez ? Quelle stratégie comptez-vous mettre en œuvre pour concilier production de logements et respect des objectifs du ZAN ? Quelles orientations les nouveaux élus doivent-ils retenir pour arbitrer leurs futurs documents d'urbanisme? Et enfin, où en êtes-vous du projet de ZBU, zone à bâtir d'urgence? Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement. Ouais, on va créer plein de nouvelles zones, de millefeuilles administratifs et tout, génial. Monsieur le député Jean-Pierre Bataille, j'ai hâte. Je vous remercie vivement pour votre question qui met en lumière une préoccupation majeure de nos élus et du gouvernement, il faut le dire, la conciliation entre le plan de relance du logement annoncé par monsieur le Premier ministre et les contraintes urbanistiques que vous venez d'évoquer. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous ceux qui, d'entre vous, ont été élus au sein des conseils municipaux fraîchement renouvelés. Et on le sait, votre question va être attendue sur le terrain. Au fond, votre question comporte en réalité deux sujets. La question du ZAN, notamment, dont la compétence est portée par mes collègues Monique Barbu et Françoise Gatel. Et je sais qu'avec Françoise Gatel, nous regardons avec beaucoup d'attention la loi Trace qui a été votée au Sénat et son devenir. Et puis, la question du dispositif d'investissement locatif privé consacré... pour moi, les municipales, c'est passé, c'est bon, voilà. Le Premier ministre l'a d'ailleurs rappelé cette semaine, ce plan de relance du logement a été engagé pour répondre à la crise que connaissent nos territoires, avec un slogan « Du logement partout et pour tous ». Notre objectif est évidemment de construire et de rénover massivement pour proposer à nos concitoyens des logements abordables. Ainsi, le dispositif d'investissement locatif privé a été conçu sans zonage pour permettre à tous les Français, où qu'ils soient, de contribuer à la construction et à la réhabilitation de logements dans notre pays. J'en profite pour rappeler que ce dispositif est applicable depuis la promulgation de la loi de finances 2026, sans qu'aucun décret ne soit nécessaire. Je crois que c'est important de le rappeler. Cela a été possible grâce à vos collègues du groupe. Je pense bien évidemment à ma prédécesseur Valérie Létard, que je salue, et également Charles de Courson, lorsqu'il était rapporteur général du budget, ainsi que les membres de votre groupe. Et vous avez pour cela toute ma reconnaissance. Vous êtes nombreux à m'avoir interrogé sur ce point, et la méthode du gouvernement est très claire. Nous allons concerter pour redonner aux maires leur rôle de bâtisseurs, en conciliant ambition écologique et réponse à la crise du logement. Le projet de loi annoncé par le Premier ministre permettant la clarification des compétences de la politique du logement doit renforcer et augmenter les compétences des élus en ce sens, et nous aurons donc l'occasion de reparler des simplifications nécessaires. Merci. Je hausse un sourcil parce que je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Madame Anne-Cécile Violent pour le groupe Horizon. Édouard Philippe, notre futur président de la République, attention. Ma question s'adresse à monsieur le ministre délégué à la transition écologique. Les parlementaires travaillent, proposent, votent pour faire évoluer les politiques publiques et défendre les Français avec l'aide précieuse de leurs collaborateurs et des services de l'Assemblée. Et pour que cela soit effectif, il faut que les travaux législatifs aillent jusqu'au bout, et ce n'est pas le cas malheureusement à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, je me limiterai à deux interrogations. La première, les PFAS, ces polluants éternels à l'origine d'une exposition de plus de 90% de la population européenne, cancer, troubles hormonaux ou encore atteinte au système immunitaire, sans parler des animaux, de la biodiversité, ni des montants faramineux que ça représente pour les collectivités locales. Le Parlement a pris ses responsabilités. Les travaux de nos collègues Cyril Isaac-Sibille et Nicolas Thierry ont permis d'aboutir à l'instauration d'une redevance PFAS, reprise dans le projet de loi de finances 2026, avec une entrée en vigueur annoncée au 1er mars 2026. Aujourd'hui, où en est-on? Le décret d'application n'est toujours pas publié. Alors que la France accueille le sommet international One Health qui promeut une approche intégrée des santé animale, humaine et des écosystèmes, la prévention et la protection de nos concitoyens s'imposent. Seconde interrogation. Il y a 2 ans et 11 jours, le 14 mars 2024, je rapportais pour mon groupe Horizon la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Ce texte, pionnier, a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le 10 juin 2025, le Sénat faisait de même. Rarement un texte avait suscité un tel consensus en matière d'environnement. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre soutien et de votre engagement constant, de votre part, comme celle de vos prédécesseurs et de notre ministre, monsieur Papin. Nous avons aujourd'hui une conjonction rare, un consensus politique, un État mobilisé et ambitieux, un écosystème engagé, une dynamique européenne. Et pourtant, malgré cela, malgré cet alignement inédit, la loi n'est toujours pas définitivement adoptée. Or, il est de notre devoir collectif de faire vivre le droit, de traduire les engagements en politique publique concrète et de protéger les Français. Alors je vous pose des questions simples. Où en est précisément la publication du décret relatif à la redevance PFAS? Et pouvez-vous me donner la date de la CMP? Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Question très claire. Et on sent comment elle a accéléré pour ne pas se prendre le coup de marteau d'Yael. Madame la Très intéressant comme question. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Violent, je suis désolée, c'est Monique Barbu, pas Monsieur Lefebvre, mais je vais essayer de vous apporter les réponses. Il est où Mathieu Lefebvre?
Alors, sur la redevance PFAS, vous avez raison. La redevance PFAS avait été inscrite dans la loi de finances pour une entrée en vigueur au 1er mars 2026. Ah. Il est vrai que il y a eu quelques questions d'amélioration légistique à y porter qui ont fait que le temps a débordé, mais elle est maintenant prête à être présentée à la consultation et donc avec l'issue de cette consultation, une publication du décret PFAS. Sur la proposition de loi dont vous êtes à l'initiative, comme vous le savez, le ministère de la Transition écologique soutient très fortement votre proposition de loi qui vise à réduire l'impact environnemental du secteur textile et lutter contre l'ultra fast fashion. Alors, vous le savez, ce texte de loi avait donné lieu à des avis circonstanciés de la Commission européenne qui a demandé de notre part un certain nombre de travail au point de vue juridique. Nous avons écrit récemment encore à la Commission européenne, nous avons répondu à leurs questions et nous estimons aujourd'hui que les réponses que nous avons apportées à la Commission européenne nous permettent de maintenir un niveau d'ambition extrêmement élevé sur votre loi et que nous pourrons donc tenir une commission paritaire d'ici la fin du premier semestre 2026. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la quelques éléments ministre. complémentaires. La parole est à présent à Monsieur Emmanuel Tjibaou pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Les communistes et ultramarins. Monsieur le Premier ministre, ce matin en commission des lois de l'Assemblée, lors de la tenue de la commission des lois, on a tenu à répondre clairement sur le projet de loi constitutionnelle relatif au projet d'accord Bougival-Élysée-Oudinot, en rejetant en totalité ce texte proposé par votre gouvernement. Que comptez-vous faire ? On a fait valoir à plusieurs reprises les éléments bloquants de ce projet d'accord pour le FLNKS. Aujourd'hui, réduire le débat des équilibres négociés sans le FLNKS, prétendu groupusculaire, radicalisé et minoritaire, c'est occulter le fait démocratique de sa représentativité. Le mouvement de libération fait 74% des voix indépendantistes au municipal, avec des listes FLNKS ou composantes sur un corps électoral ouvert, contre 26% pour le signataire indépendantiste de Bougival, qui est lui-même contesté en interne. On nous avait dit que les élections seraient source de tension. C'est l'inverse qui s'est produit, avec un taux de participation remarquable, 58,86%. Pléthore de listes, fait notable l'émergence de listes apolitiques. C'est la réponse positive à la défiance du politique et à la crise que traverse notre pays en réaffirmant la volonté du vivre ensemble. Pourquoi maintenir ce texte mal ficelé politiquement, instable juridiquement, où le législateur statue à l'aveugle sans loi organique et sans majorité pour le porter à l'Assemblée? Retirez-le, convoquez les élections provinciales et donnez-nous la possibilité de trouver un accord consensuel de décolonisation pour sortir de l'impasse politique, gage de stabilité aussi de la relance économique. Nous avons appris par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, qu'il y a eu une réunion hier avec le chef de l'État et les deux présidents de chambre sur la suite institutionnelle. Qu'en est-il ? Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que j'ai bien compris quand il a dit que la commission des lois avait rejeté à l'unanimité le projet de la Nouvelle-Calédonie Kanaki à l'examen ? Est-ce que c'est vraiment ça qui faisait référence ? Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Tjibaou. Bon, la ministre des Outre-mer présente aujourd'hui à Bruxelles, j'avais envie d'éternuer, c'est pour ça. Cadre financier pluriannuel, tient à s'excuser de ne pas pouvoir vous répondre et je suis donc chargé de le faire. Au lendemain du 19 janvier, les partenaires signataires de l'accord Élysée-Oudinot que vous avez évoqué, 5 délégations sur 6, monsieur le député, ont fait le choix de l'unité et de la responsabilité pour refonder le cadre institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Cet accord est d'abord un accord calédonien, fruit du dialogue entre les forces politiques du territoire. Le projet de loi constitutionnelle, qui en constitue la traduction juridique, a été adopté par le Sénat le 24 février. Depuis, les travaux se poursuivent, notamment à travers une mission présente en Nouvelle-Calédonie depuis 3 semaines pour rédiger la loi organique. Conformément à la demande des parlementaires, à qui la mission fait des points réguliers sur l'avancement des travaux.
Ce projet de loi constitutionnelle sera débattu dans cet hémicycle à compter de mercredi prochain, après 3 jours de discussion prévus pour permettre un examen approfondi. Le gouvernement abordera ces débats avec un esprit constant de dialogue et de co-construction, en examinant chaque proposition avec attention, fidèle à la méthode qui a permis l'émergence de ces accords. Mais au fond, l'enjeu est le suivant, monsieur le député. Voter ce texte, c'est permettre à un processus politique de se poursuivre et de s'améliorer. Le refuser, c'est prendre le risque de refermer la fenêtre politique qui s'est ouverte, avec toutes les conséquences économiques et sociales que cela implique. Ce texte ne ferme aucune porte. Il organise, au contraire, une trajectoire politique fondée sur le dialogue et sur l'expression des Calédoniens eux-mêmes. La ministre des Outre-mer m'a chargé de vous rappeler que sa porte vous reste ouverte, ainsi qu'au FLNKS, acteur historique, central du dialogue calédonien avec lequel elle souhaite poursuivre les échanges. Enfin, elle rappelle également que l'État honore son engagement de soutien à la Nouvelle-Calédonie à travers le pacte de refondation économique et sociale qui a été présenté ce matin aux acteurs calédoniens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Djibaou, il vous reste 18 secondes. Bon, j'ai bien compris que le consensus, ce n'est pas une notion qui est discutée en France, mais c'est valable chez nous. C'est ce qui a été le gage de stabilité des accords précédents. Aujourd'hui, c'est contestable. Et je le dis, il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée pour porter ce texte. Donc, il n'y a pas de lieu pour moi de le présenter mercredi prochain. Merci, Monsieur le député. La séance de questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Très bien. Hop, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère qu'elle vous aura plu, YouTube, que cette reprise vous aura plu. Des questions, encore une fois, très, très diverses. Et ça permet un peu de prendre le pouls de la représentation nationale à l'heure de la reprise des travaux parlementaires. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à booster cette vidéo dans l'algorithme. Pour cela, vous avez le super pouvoir de la gratuité qui vous permet de mettre un pouce en l'air, de commenter, de vous abonner, de partager, de booster. Bref, tout ça, c'est gratuit. Et l'algorithme en raffole pour que plus de monde découvre ce que je fais sur cette chaîne, que ce soit politique, pédagogique ou vidéoludique. On se retrouve très vite pour la deuxième VOD sur les questions d'actualité côté Sénat, où ça va être intéressant aussi avec de nouveaux équilibres qui vont se composer. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.